10 responsables et militants de l'opposition. Ces derniers sont à l'origine de manifestations qui secouent la Guinée contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Des corps de civils sont retrouvés à Ocha, à l'est de la RDC, suite à un massacre attribué au groupe armé d'origine ougandaise des ADF. La police congolaise a évoqué sur Twitter 27 corps déposés à la mort. En Guinée-Bissau, le président sortant, José Mario Vaz, a décidé d'accepter les résultats du scrutin présidentiel. Il a indiqué avoir pris cette décision afin de contribuer à la pacification de la société bissau-guinéenne. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. La justice guinéenne a remis en liberté provisoire 10 responsables et militants de l'opposition. Ces derniers sont à l'origine des manifestations qui secouent la Guinée depuis la mi-octobre contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Images et son. L'annonce de leur remise en liberté jusqu'à leur procès en appel le 5 décembre prochain a été saluée par les cris de liberté, liberté, scandés par des centaines de partisans massés dans la salle d'audience et à l'extérieur du tribunal de Conakry. Ces opposants affiliés au Front national pour la défense de la Constitution, dont leur coordonnateur national Abdourahmane Sanou, ont été condamnés à de la prison ferme fin octobre en première instance. Nous avons exposé les motifs de nos appels et nous avons demandé d'entrée de jeu leur remise en liberté. Et la Cour nous a suivis, ils sont libérés, ils rentreront chez eux. Le 5, nous viendrons enterrer ces dossiers parce qu'il n'y a aucune infraction. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir causé des troubles graves en appelant à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel troisième mandat du président Condé en 2020. Et nous allons continuer le combat. Aucune intimidation, aucun harcèlement, aucune épée de Damoclès, parce que nous estimons que cette liberté provisoire est une épée de Damoclès sur leur tête, ne pourra faire fléchir ces combattants de la liberté. Vous les avez vus aujourd'hui, tous ont le moral haut. Ça veut dire que la lutte a sa raison d'être et nous allons la mener jusqu'au bout. Ce jeudi, les avocats des 10 opposants condamnés en première instance ont obtenu devant la cour d'appel le report d'une semaine de l'audience sur le fond pour préparer leur défense ainsi que leur remise en liberté d'ici là. On espère que la cour d'appel ira jusqu'au bout et qu'ils seront libérés définitivement parce qu'ils ont été arrêtés injustement et privés de leur famille durant toute cette période. Ça fera bientôt 2 mois qu'ils sont arrêtés et donc c'est un sentiment de joie et on espère que plus jamais ça dans ce pays parce que nous avons le droit de manifester, nous avons le droit d'appeler à des manifestations tant que c'est dans les règles qui sont fixées par la Constitution. Les protestations ont à différentes reprises été brutalement réprimées. Au moins 20 civils ont été tués depuis le 14 octobre dernier, ainsi qu'un gendarme. Sébastien Ajavon empochera plus de 36 milliards de francs CFA. Ainsi en ont décidé les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire du trafic international de drogue qui oppose Sébastien Ajavon à l'État béninois. Dans son arrêt, la juridiction d'Arusha a aussi ordonné à l'État béninois de procéder à la levée immédiate des saisies des comptes bancaires du requérant, ceux des membres de sa famille et de ses sociétés. Écoutons la réaction de maître Moustapha Issiaka. Donc, pour être complet, la Cour allait loin en ordonnant, la Cour, après avoir condamné l'État à payer environ 39 milliards, M. Ajavon, la Cour a ordonné à l'État béninois d'avoir à corriger plusieurs dispositions de la loi qui a créé la CRIET, parce qu'il a été reconnu que la loi qui a créé cette juridiction, plusieurs dispositions violent la charte que le Bénin a ratifiée. On a ordonné à l'État béninois d'avoir à amender cette loi-là, et à rendre compte à la Cour dans un délai de 3 mois. La Cour a également ordonné la main levée sur les comptes bancaires de M. Ajavon, ces comptes bancaires, ceux de ses enfants et de son époux qui ont été illégalement bloqués. La Cour a reconnu que c'est une voie de fait, c'est illégal, c'est un acharnement de bloquer ces comptes. La Cour a ordonné que main levée soit ordonnée sur ces comptes. La Cour également a ordonné la réouverture de sa télévision Sika TV qui a été fermée. La Cour a ordonné également la réouverture, puisque en temps
Soleil FM avait été fermée également. La Cour a demandé que Soleil FM soit réouverte. La Cour a ordonné également que le terminal à conteneurs qui a été suspendu soit rétabli. Donc, plusieurs droits lui ont été accordés. Bref, la Cour a reconnu qu'on a non seulement porté atteinte à sa personne, mais à son patrimoine. Et la décision a pris en compte tous ces aspects-là. Et je crois que c'est l'une des rares fois où cette Cour est allée aussi loin dans sa décision. Donc cette précision mérite d'être apportée et vous comprenez que ma joie est vraiment totale. En Guinée-Bissau, le président sortant José Mario Vaz a décidé d'accepter les résultats du scrutin présidentiel. Il a indiqué avoir pris cette décision afin de contribuer à la pacification de la société bissau-guinéenne. Arrivé 4e avec 12,41% des voix au premier tour de la présidentielle organisée le 24 novembre dernier, en Guinée-Bissau, le président sortant José Mario Vaz, qui dénonce des irrégularités, a reconnu ce jeudi sa défaite. Lors d'une conférence de presse à son siège de campagne, il a indiqué avoir pris cette décision afin de contribuer à la pacification de la société bissau-guinéenne. La CNE avait déjà jugé fiable lundi dernier ce premier tour malgré les accusations de fraude proférées par le camp du président sortant, José Mario Vaz, élu en 2014. Selon les résultats officiels rendus publics mardi dernier, Domingos Simões Pereira, chef du gouvernement de 2014 à 2015, a recueilli 40,13% des voix lors du scrutin du dimanche. Il devance Umaro Sissoko Mbalo, Premier ministre entre 2016 et 2018, qui a rallié 27,65% des suffrages. Ce sont donc deux produits du système qui sont appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz. Le second tour entre les deux hommes est prévu le 29 décembre prochain. La stabilité de ce petit pays d'1,8 million d'habitants en état de crise politique, quasiment permanente, est un des enjeux majeurs de l'élection. Elle est indispensable aux réformes nécessaires pour combattre les maux qui affligent cette ancienne colonie portugaise, comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Réunis pendant 3 jours à Kisontou, les chefs des regroupements et partis membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange ont renouvelé leur soutien à la coalition de gouvernement formée avec la coalition pour le changement du président Félix Tshisekedi. Lors de cette même retraite, les dirigeants du FCC ont également demandé aux institutions de la République de prendre des dispositions pour arrêter sans délai les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'initiative du premier vice-président de l'Assemblée nationale et chef de délégation CACH, Jean-Marc Kaboun, les partisans du président Félix Tshisekedi avaient unilatéralement suspendu les contacts avec leur partenaire de l'autre camp, celui de Joseph Kabila. Ils estimaient que ces derniers manquaient de respect envers l'actuel numéro 1 du pays. Cela a conduit au blocage de toutes les nominations dans les autres institutions et secteurs en dehors de l'exécutif. Mais la visite surprise ce jeudi à Kisontou de l'ancien président Joseph Kabila aurait aidé à baisser la tension. Lors d'une réunion de 3 jours, les chefs des regroupements et partis membres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila ont réaffirmé leur soutien à la coalition FCC-CACH alors que la coalition au pouvoir vient de passer des moments difficiles. Les discours des uns et des autres paraissaient si peu conciliants qu'une rupture entre les deux camps était redoutée. Lors de cette même retraite, les dirigeants du FCC ont également demandé aux institutions de la République de prendre des dispositions pour arrêter sans délai les violences dans l'Est du pays et d'apporter de l'aide à la population en détresse suite à des catastrophes naturelles. On reste en RDC où des corps de civils sont retrouvés à Oicha, à l'est de la République démocratique du Congo, suite à un massacre attribué au groupe armé d'origine ougandaise des ADF. La police nationale congolaise a évoqué sur Twitter 27 corps déposés à la morgue d'Oicha, près de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ces tueries en série ont provoqué la colère des habitants contre les casques bleus de l'ONU qu'ils accusent de passivité.
Au total, 27 personnes sont mortes selon un nouveau bilan officiel jeudi du dernier massacre de civils en République démocratique du Congo qui a suscité la condamnation de plusieurs ambassades à Kinshasa. Le précédent bilan mercredi soir faisait état de 19 morts. Ces 27 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans un nouveau massacre attribué au groupe armé d'origine ougandaise des ADF. Nous voulons de nouvelles unités militaires dans notre pays. Nous ne voulons plus de tous ces soldats qui sont ici depuis longtemps. Enfin, nous ne savons plus comment les distinguer des ennemis qui nous tuent. Nous vivons actuellement avec l'ADF dans nos maisons. Pendant la journée, il a l'air d'un soldat, mais la nuit, il devient un ADF. Même ce soldat qui est mon voisin peut me tuer. Nous dirons toujours que c'est un ADF qui m'a tué. Quoi qu'il en soit, laissez partir ces soldats. Lakini tunajua kwamba sisi wenyewe hata vijana kama jeshi itaendelea kilinda uzembe wa kwake kutufaa. Nous pensons que nous les jeunes pouvons prendre soin de nous-mêmes si l'armée ne le fait pas. Nous irons nous-mêmes dans la brousse pour combattre les rebelles de l'ADF. Nous avons des flèches, des bâtons et même des lances de pierre, des couteaux pour les combattre. Ce ne sont pas des monstres ou des petits dieux que nous ne pourrions pas combattre. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Notre malheur serait qu'ils nous trouvent en position de faiblesse. Ce nouveau bilan porte à 107 le nombre de personnes tuées, le plus souvent à l'arme blanche, dans la région de Béni depuis le 5 novembre dernier. Ces tueries en série ont provoqué la colère des habitants contre les casques bleus de l'ONU, qu'ils accusent de passivité. Les groupes armés opérant dans la région doivent être démantelés, ont écrit à Kinshasa les chefs de mission de 4 pays dans une déclaration commune. Et puis au Soudan, les autorités de transition ont ordonné ce jeudi la dissolution du parti du président déchu Omar el-Béchir. Elles ont également ordonné le démantèlement de son régime qui a régné sans partage pendant près de 30 ans. Une loi intitulée « Démantèlement du régime » du 30 juin 1989, adoptée par le nouveau Conseil souverain au pouvoir et par le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok, a proclamé la dissolution du parti du Congrès national ainsi que la confiscation de tous ses biens. Aucun symbole du régime ou du parti n'est autorisé à s'engager dans quelque activité politique que ce soit pendant 10 ans, ajoute le texte. Après sa dissolution ordonnée par les autorités de transition, le parti du Congrès national du président soudanais déchu Omar el-Béchir a dénoncé ce vendredi un gouvernement illégal, accusé de vouloir confisquer les biens du parti pour résoudre la crise économique. En réponse, le Premier ministre Abdallah Hamdok a affirmé sur Twitter que la dissolution du parti ne constitue pas une vengeance. Elle vise, selon lui, à préserver la dignité du peuple soudanais qui a été écrasé par des gens indignes. Cette mesure constitue un grand pas en avant vers les objectifs de la révolution et sur le chemin de la construction d'un État civil démocratique, s'est félicité dans un communiqué l'Association des professionnels du Soudan, le mouvement à l'origine des protestations qui avaient précipité la chute du régime de Béchir, actuellement emprisonné à Khartoum. Le verdict de son procès pour corruption est attendu le 14 décembre prochain. Toutefois, les militaires qui avaient pris le pouvoir après sa chute ont refusé de le livrer à la Cour pénale internationale de La Haye, qui l'accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.